Merci Madame la Présidente du Césaire, chers collègues. Nous tenons session dans une période politiquement tendue où les citoyens ont besoin d'y voir clair et réclament de l'action et du sens plutôt que des positionnements tactiques. C'est vrai pour la conduite de l'État comme pour la conduite de la région. Or, que voit-il de la région ? Il voit une présidente qui ne leur parle pas d'eux, qui n'évoque jamais leur vie quotidienne, leurs difficultés à boucler les fins de mois, à se loger, à se soigner, à se nourrir même. Et encore une fois ce matin. Mais une présidente qui commente à longueur d'interview la politique nationale, qui leur parle, c'est votre dernière trouvaille, d'un État fédéral, mais qui n'agit ni sur le logement, ni sur la santé, ni sur les défaillances d'entreprises. Il voit une présidente qui, dans la même phrase, samedi dernier, se désole de l'instabilité politique, et encore une fois ce matin, mais appelle à la censure du gouvernement, c'était avant-hier, et il y a une semaine à peine, à la démission du président de la République. La même d'ailleurs qu'il y a quelques mois se réclamait de ses soutiens. Madame la Présidente, comment voulez-vous que les citoyens s'y retrouvent ? Comment voulez-vous être crédible lorsque vous en rajoutez dans le désordre ? Il voit ensuite, les habitants de notre région, une droite régionale qui ne prend plus aucune précaution pour aller vers la droite extrême ou l'extrême droite. Deux exemples très récents. Franck Louvrier, qui annonce en septembre sur BFM avoir signé la pétition de Philippe de Villiers pour un référendum sur l'immigration. Et que dit cette pétition ? Nous sommes en train de changer de peuplement. Cette phrase, c'est du Zemmour. C'est la théorie du grand remplacement pour faire peur et attiser le rejet des étrangers. Ce sont bien les idées de l'extrême droite et vous y souscrivez. Autre exemple récent, c'est notre collègue Bruno Retailleau qui, dans l'élection partielle de Tarn-et-Garonne, c'était dimanche dernier, a appelé à faire battre la candidate socialiste au profit du candidat RN Ciotti. Et je pourrais, Madame la Présidente, vous rappeler vos déclarations en juin dernier sur Pierre-Édouard Stérin, financeur de la montée de l'extrême droite, exilé fiscal, dont vous êtes, dites-vous, fier des réussites. Toutes ces déclarations, ces petits cailloux semés, n'ont qu'un but, aller chercher les électeurs les plus à droite et même préparer les esprits à une union des droites qui ne dit pas son nom, c'est-à-dire une alliance implicite de la droite et de l'extrême droite. Je vous le dis, chers collègues, Madame la Présidente, vous êtes à l'opposé des valeurs humanistes de notre région qui ont fait notre force et notre prospérité. Alors, quel est notre rôle à nous, opposition régionale ? C'est de faire des propositions et d'ouvrir un nouveau chemin. C'est ce que nous faisons avec un plan santé pour que la région prenne sa part de solutions contre les déserts médicaux. D'autres régions le font avec une vraie volonté et avec des résultats, comme en Occitanie par exemple. Nous savons tous ici que nous avons besoin d'un changement des règles nationales pour l'installation de nos médecins. Et je suis le porteur d'une proposition de loi transpartisane pour la régulation de cette installation. Mais nous savons aussi que nous avons besoin d'un élan régional pour rendre attractive l'ensemble de notre région et l'ensemble de nos territoires. Notre responsabilité, c'est de répondre aux besoins de santé de tous ceux qui n'ont pas de médecin traitant ou qui galèrent des mois pour avoir un rendez-vous chez le spécialiste. On est dans le mois d'Octobre Rose, une mammographie. On est évidemment loin de répondre aux besoins de santé. Alors,
Nous, on fait des propositions. Et nous proposons d'abord de salarier 100 médecins et 20 kinés dans des centres de santé. Nous proposons ensuite d'aider les services d'urgence et les services spécialisés dans les hôpitaux, y compris en aidant à l'investissement dans le bâti, ainsi que c'est fait sur Nantes. Nous proposons d'agir pour la prévention en santé mentale des adolescents et nous proposons enfin de former 1000 kinés en 6 ans pour rattraper, et uniquement rattraper, la moyenne nationale. Alors oui, c'est ambitieux, oui, c'est volontariste, mais c'est impératif. Si on veut faire de nos Pays de Loire une région attractive pour les entreprises et pour les salariés. Et je vous le dis, Madame la Présidente, parce que ça a toujours été notre façon de faire, façon de travailler. Nous, on est prêts à travailler avec vous sur cette question, sur la base de ces propositions. Nous sommes dans une session qui ouvrira le débat autour des orientations budgétaires. Et à propos de budget et d'orientation, ce qui est clair, c'est que votre mandat aura été celui de l'endettement continu de notre région. En 10 ans, entre 2018 et 2028, la dette morançais aura dépassé, tenez-vous bien, le milliard d'euros. Le milliard d'euros. La dette, c'est vous. La dette, c'est votre responsabilité, Madame Morancet, avec une capacité de désendettement qui se dégrade fortement. Elle sera de 9,4 années l'an prochain, quand la moyenne nationale est de 6,3 années. Nous sommes, et vous le savez, parmi les 3 régions de France les plus endettées. La mauvaise gestion, c'est vous, Madame Morancet, c'est votre responsabilité. Alors, dans ces conditions, bien sûr qu'on doit cibler, et beaucoup mieux cibler nos investissements. Et, par exemple, ça signifie ne pas partir dans une fuite en avant sur la mise en concurrence des TER, qui nous aura coûté 106 millions d'euros au moment où je m'exprime. Surtout quand vous continuez de sabrer les associations qui pourtant, et nous le savons tous, font tenir debout nos territoires. Les résultats pour nos associations, ils sont là, hélas, des actions qui s'arrêtent, des projets qui s'évanouissent, des salariés qui sont licenciés, et ça aussi, c'est votre bilan. Alors, moi, je veux, pour terminer, Madame la Présidente, vous demander de revenir aux réalités de la région et de ses habitants, de vous intéresser davantage à la vie des gens plutôt qu'à vos plans médias. C'est comme ça qu'on redonnera du crédit à la politique, à son efficacité et à la démocratie. Je vous remercie. Ça a été très bien dit avant moi tout à l'heure. Le rapport d'orientation budgétaire, il est très précis sur les données nationales des finances publiques et très flou sur ce qui concerne les choix pour la région. Or, on est bien à la région et on doit quand même parler des orientations pour l'année qui vient, puisque c'est le sens du débat qui nous occupe. Alors, on a tous bien compris que vous aviez fait le choix d'endetter lourdement notre région, puisque entre 2018 et 2028, la dette aura augmenté d'1 milliard. C'est ce que nous appelons, nous, la dette Morancet. Mais je voudrais qu'on débatte un petit peu maintenant des conséquences et des choix que vous faites sur les dépenses. Alors, vous mettez en avant beaucoup les dépenses d'investissement, sans qu'on ait toujours une claire lecture de ce qui sera en réalité engagé. Mais je voudrais aussi parler des dépenses de fonctionnement et du soutien en particulier aux associations. Parce que ça a été dit ce matin et cet après-midi, nos associations, elles font tenir debout nos territoires. Aujourd'hui, il y a 80 000 associations dans notre région. Il y a 700 000 bénévoles partout.
de Mayenne à La Roche-sur-Yon. Il y a 11 000 associations qui sont des associations employeurs. Et au total, il y a près de 120 000 salariés. C'est tout un écosystème. Et ça fait d'ailleurs l'attractivité de la région. Ça fait le lien social. Ça fait la civilité aussi de notre région. Et c'est tellement important dans les choix qui sont faits ensuite par les entreprises pour s'installer ici ou là, dans telle région ou dans telle autre. Alors moi, je voudrais vous interroger sur votre politique en direction des associations. Parce qu'on a tous à l'esprit ce que vous avez fait durant l'année 2025. Mais on voudrait vous entendre sur vos choix pour, ou plutôt contre, les associations en 2026. Quelle est votre politique? Qu'allez-vous faire vis-à-vis des associations qui, pour certaines, sont très fragilisées après les premières coupes de 2025? Où en êtes-vous de vos choix pour les associations en 2026? C'est une question précise et nous attendons une réponse précise. Merci. Merci, Madame la Présidente. Oui, un vœu qui concerne la santé des habitants et des habitantes de notre région, parce que nous savons que c'est leur première préoccupation au quotidien. Alors, vous nous avez dit tout à l'heure, « Ah, mais on fait tellement pour la région. Vos propositions sont nulles et non avenues parce qu'on a fait beaucoup. » Mais vous avez raison de dire que vous avez fait, mais que vous ne faites plus. Et je veux rappeler quand même, ce matin, Madame la Présidente, que dans le budget 2025, vous avez supprimé l'aide régionale en faveur des maisons de santé pluriprofessionnelles, supprimé l'aide en faveur des centres de santé pluriprofessionnels, supprimé l'aide d'urgence pour le maintien des professionnels de santé, supprimé le fonds régional d'accompagnement à l'innovation en santé. Alors qu'est-ce que nous faisons, nous? Nous proposons un plan santé qui est travaillé, qui est fondé autour de 4 axes. Salariés sans médecin, je le disais, et 20 kinés dans des centres de santé. Je rappelle juste que chaque année, il y a 12 000 nouveaux médecins qui obtiennent leur diplôme, 100 face à 12 000. Aider aussi les services d'urgence, les services spécialisés, aider et agir pour la prévention en santé mentale des adolescents. On ne peut pas rester là, les bras ballants. Et puis former 1000 kinés en 6 ans pour rattraper la moyenne nationale. Et pour ça, pour donner de l'élan à ce plan, il faut que, du point de vue des règles nationales, les choses changent. C'est la régulation de l'installation de nos médecins, parce que, nous le savons, hein, les inégalités ne cessent de se creuser entre les territoires et donc entre les Français. Juste un chiffre qui vient de l'assurance maladie. L'an dernier, on a eu 3% d'installation en plus de médecins. Tant mieux. Mais dans les zones sous-dotées, il y a eu une baisse. Il faut conclure, Monsieur Garot. Votre temps est dépassé. Pour une baisse de près de 2%. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, on a besoin... Mais c'est ça, c'est le vœu. C'est le vœu que je soumets. Excusez-moi, on va terminer. Pour dire que nous vous proposons un vœu appelant l'État à agir à travers le vote d'une loi sur la régulation de l'installation de nos médecins. Apporter quelques réponses à Valérie Radoux pour corriger et avancer, je crois, surtout. Parce que sur un sujet aussi important que la santé, l'accès aux soins pour tous, je pense qu'il faut éviter d'être dans des anathèmes ou dénoncer les propositions de ceux qui sont dans l'opposition. Si on a fait ce plan santé, c'est précisément parce qu'on veut faire avancer les choses. Et on s'est posé la question, si notre région n'agit pas, qu'est-ce qu'il est possible de faire? Et qu'est-ce qui est fait dans d'autres régions? On a regardé en particulier ce qui se faisait en Occitanie. Et en Occitanie, il nous a semblé très intéressant cette démarche qui permet d'embrasser l'ensemble des dimensions du problème. Bien sûr, il y a d'abord une dimension nationale, c'est ce que nous disions ce matin sur la régulation de l'installation de nos médecins. On est d'accord, je crois, au-delà même des bancs de la gauche là-dessus. Mais est-ce qu'une région peut agir de façon concrète elle-même? Oui. La réponse est oui. Ces médecins salariés,
vous dites, mais c'est pas possible, on peut pas aujourd'hui en recruter autant, nous en proposons 100 et 20 kinés, on peut pas en recruter autant parce que les médecins ne viendraient pas. Détrompez-vous. Parce qu'il y a une dynamique régionale, ou plutôt lorsqu'il y a une dynamique de 20 médecins. Donc, ça signifie que lorsque la région propose à des médecins des conditions de travail qui répondent à leurs attentes, travailler en réseau, travailler en équipe, travailler en lien avec un plateau hospitalier, ça fonctionne. Et ce que nous proposons là, c'est d'abord de soutenir les maisons de santé pluriprofessionnelles. Malheureusement, l'aide a été stoppée, mais aussi de créer, là où c'est nécessaire, lorsqu'il y a une carence de l'offre libérale, des centres de santé avec ces médecins salariés. Et si on fait ça dans une démarche continue, bien sûr, offrant des perspectives aux professionnels, moi je suis convaincu qu'on peut y arriver. Mais on doit être capable de passer des compromis, Madame Radou. Voilà, et de s'habituer à travailler les uns avec les autres sur cet enjeu majeur. Hein. Et là-dessus, Madame la Présidente, je crois, me répondait ce matin sur les kinés, puisque nous disons qu'il y a un déficit de kinés dans la région. Et il faut qu'on en forme davantage. Et nous disons il faut, nous, en former 1000 en 6 ans. 1000 nouveaux kinés en 6 ans. C'est à notre portée. Hein. Et moi, je suis prêt à co-signer une lettre avec vous, Madame la Présidente, en direction du ministre de la Santé, pour demander que l'État mette les crédits sur la table, ou plutôt les autorisations nécessaires pour que la région puisse former ces 1000 kinés supplémentaires en 6 ans. Vous voyez, c'est une démarche qui permet d'aller de l'avant. Et je pense que c'est comme ça qu'on avancera pour répondre, et je terminerai par là, à ce qui est vraiment aujourd'hui la préoccupation première des habitants de la région, pouvoir être bien soignés partout où qu'on habite dans le nord de la Mayenne ou dans le cœur de l'agglomération de Nantes. Mais ça mérite plutôt qu'on se rassemble, plutôt qu'on se divise inutilement. Je vous remercie. Un petit point pour éclaircir les débats, parce que vous vous enorgueillissez de ne pas augmenter d'1 euro les impôts, qui, rappelons-le, ne touchent que des entreprises à propos de ce qui serait le versement transport. En disant ça, jamais. Ce que vous oubliez de dire, pardon, Madame la Présidente, c'est que s'agissant des tarifs de transport, là, vous avez la main lourde. Là, vous n'hésitez pas à les augmenter. Parce que les chiffres, ils sont tout à fait clairs et édifiants. Les cars scolaires, on est passé de 110 € par enfant et par an en 2023 à 170 en 2025. 54% d'augmentation. Les TER, c'était dans le précédent débat, vous avez augmenté de 10 € par mois l'abonnement au TER. Mais ça ne vous pose aucun problème. Lorsqu'il s'agit de mettre à contribution les usagers, lorsqu'il s'agit de mettre à contribution ceux qui n'ont pas le choix finalement, là vous y allez, mais vous n'en parlez pas. En revanche, lorsqu'il s'agit de demander un tout petit peu plus à ceux qui auraient probablement les moyens de le faire, alors là c'est un non catégorique, ça n'est pas cohérent. En tout cas, on voit où sont vos priorités. Je vous remercie. Madame la Présidente, je trouve très facile les discours que vous tenez, Madame la Présidente, parce que vous dites « Ah, pas 1 euro d'augmentation pour les entreprises ». Mais c'est facile de dire ça quand, d'autre part, on demande, je le disais, aux usagers des services publics de payer et de payer toujours davantage. On va le rappeler quand même, 10 € de plus par mois pour les usagers du TER. Vous trouvez que c'est une façon d'encourager le service public? Vous trouvez que c'est une façon d'encourager l'utilisation des transports non polluants? Eh bien non, évidemment. C'est facile de dire aux gens, mais vous allez payer non plus 130 €, non plus 150 €, mais 170 € par an pour votre enfant qui va au collège ou au lycée, tout simplement parce que ces personnes, elles n'ont pas le choix.
Comme lorsqu'on habite en milieu rural, qu'on n'habite pas en milieu urbain, on n'a pas le choix du transport. Quand vous bossez, comme le disait Philippe Henry très justement, en 3-8, et que vos gamins ils doivent aller tout seuls à l'école par le car, ils n'ont pas le choix du transport scolaire. Alors, c'est facile de dire on n'augmente pas les impôts des entreprises quand on demande à ceux qui n'ont pas le choix, justement, à ceux qui n'ont pas le choix de payer et de payer toujours davantage. Parce que votre politique, depuis les années où vous êtes là, c'est toujours de faire payer davantage et toujours plus à ceux qui ont les petits revenus, à ceux qui habitent en milieu rural, à ceux qui n'ont pas d'autre choix que d'utiliser les services publics. Et oui, les transports publics, oui, les services publics, c'est notre patrimoine commun. Il faut le préserver. Et si vous voulez le préserver, il faut que ce soit accessible à tous. Et ça ne l'est plus aujourd'hui.